vous pouvez y aller. Voilà, chers amis, hier, comme vous le savez, nous avons été interrompus. Il faut dire que la connexion était aussi assez instable. Donc, je reviens vers vous concernant les questions qui avaient été posées tout au long d'exposé et après. Plusieurs personnes m'ont demandé des renseignements sur la maçonnerie aussi, c'est très gentil. Ils peuvent évidemment m'écrire de façon directe sur mon courriel ULB, mais ça ne fait pas l'objet, bien sûr, de questions dans le cadre de la chaire Verhagen. Alors, dans les questions, donc, nous avons une personne qui nous dit « Les thèses de Goblet d'Alviela sur la migration des symboles sont aujourd'hui datées. Ont-elles été reprises et rénovées en fonction des connaissances nouvelles? Pourriez-vous nous conseiller des ouvrages ou des auteurs sur ce sujet? Merci pour ces conférences. » Alors, je conseille effectivement d'aborder le livre « Problème d'histoire des religions » qui a été édité par Alain Dirkens, Eugène Goblet d'Alviela, Historia et franc-maçon. Voici. C'est le plus simple, me semble-t-il, à l'ULB, qui fait une introduction générale à la thématique et où ce type d'idées sur le caractère dépassé ou pas de l'œuvre de Goblet sont abordées. Bon, il est certain que le regard de Goblet sur l'histoire des religions, la migration des symboles, etc., évidemment est un regard d'une certaine époque, mais il ne faut pas oublier non plus que dans les sciences dites humaines, la notion d'évolution ou de progrès des idées reste quelque chose de très diffus. Et Goblet, pour moi, donne toujours à penser aujourd'hui. Donc voilà mon point de vue. Alors, si mes souvenirs sont exacts, dit quelqu'un, le taoïsme est originellement issu d'une religion agraire, où par exemple Yin est le versant d'un coteau exposé au soleil, de là à faire avec son compagnon le yang, le symbole du clair et de l'obscur, du masculin, du féminin, du soleil, de la lune, etc. Alors, c'est une allusion en fait à la thèse, je pense, de Marcel Granet, la religion des Chinois. Ce qui m'intéresse dans la question, qui se prolonge par une réflexion sur la métaphysique, l'ésotérisme, voire même la façon dont le taoïsme d'aujourd'hui tente d'expliquer le Big Bang, c'est que on voit très bien qu'on a affaire dans cette approche à une symbolique des complémentaires. Nous sommes devant des discours de type mythique. Je pense que Granet voyait assez clair en voyant cette complémentarité, ce dualisme complémentaire entre les polarités constitutives du monde et donc du cosmos. Et cette idée donc d'opposé complémentaire est typique des logiques des mythes. Et cette logique d'opposé complémentaire, c'est celle qui, toujours aujourd'hui, anime beaucoup de débats sans que nous ne le sachions. Exemple, le statut de la femme au sein de nos sociétés. Eh bien, les traditionalistes, quand ils objectent cette notion d'égalité que les progressistes dont je fais partie défendent, vont vous dire, mais l'homme et la femme sont complémentaires. Il y a encore eu des tentatives récentes d'intégrer dans des constitutions cette idée de complémentarité. Et de fait, quand ils disent cela, ils disent quelque chose qui remonte aux origines de l'humanité. Les anciens ont bien observé que les enfants naissent des femmes et pas des hommes. Nous sommes complémentaires, bien sûr. Les sociétés contemporaines ont évolué vers une idée de l'égalité, qui est une idée philosophique et qui est une idée régulatrice. Car de toute évidence, les humains, ça dépasse la polarité homme-femme, ne sont pas égaux. Donc, selon le principe qu'on va mettre en avant pour expliquer une relation, on verse dans la logique de la complémentarité, qui est plutôt une logique de type mythique, et de l'autre côté, vers une logique de l'égalité, qui est plutôt une logique de type philosophique. C'est pour ça que je suis assez strict à titre personnel dans ces matières-là, en disant c'est le philosophique qui doit prôner, qui doit primer, même si alors dans nos vies quotidiennes, la complémentarité
est une évidence, et ce n'est pas étonnant qu'on la retrouve dans toutes les logiques mythiques à peu près. De fait, il y a des grands, il y a des petits, il y a des gros, il y a des minces, il y a des vieux, il y a des jeunes, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des enfants, il y a des vieillards, enfin, que sais-je encore. Bon. Donc on peut continuer la logique de la polarité, qui est celle qui, de fait, régit en général la nature. Mais la force de l'humain, c'est justement de créer des idéaux qui permettent de déployer des systèmes de pensée, des systèmes de droit, des systèmes sociaux, qui sont régulés par des principes philosophiques qui permettent justement de ramener ces complémentarités à l'endroit où elles doivent être, c'est-à-dire nos relations interpersonnelles quotidiennes, mais pas la façon dont nous gérons nos relations sur le plan des principes. Donc voilà quelque chose qui est fort intéressant, n'est-ce pas? C'est de montrer que le taoïsme s'inscrivait dans cette logique. Quand on voit yin-yang, ben, on voit très bien un blanc qui renvoie un noir, un autre blanc, etc. Ce n'est pas une logique vrai, faux, vrai, etc. Non, c'est en fait une mise en abîme. Donc voilà pour tenter de répondre un tout petit peu à cette approche. Quelle serait la meilleure lecture sur le grand véhicule? Et ça m'a été dit hier aussi, bon, on parle de Mahayana, le grand véhicule. Généralement, on emploie aujourd'hui pour ce qu'on appelait jadis le petit véhicule, le Theravada. Pour le grand véhicule, bon, moi je vous suggère sur le bouddhisme de lire les travaux de Philippe Cornu. Je pense que c'est un excellent spécialiste et c'est quelqu'un qui peut vous éclairer très, très grandement par rapport à l'état des connaissances aujourd'hui sur le bouddhisme qui sont en pleine évolution. Alors on me dit, c'est bien sous un figuier que le Bouddha a découvert l'illumination. Oui, là, comme un pipal qui, à ma connaissance, est une sorte de figuier. Donc l'essentiel, évidemment, me semble-t-il, du point de vue de la symbolique, c'est l'axialité. Le Pipal, d'ailleurs, a pris en latin le mot ficus religiosa, donc en référence au Bouddha. L'essentiel, c'est donc l'image de cet axe de verticalité et de la recherche en harmonie avec la nature de cette unité qui débouche sur ce qu'on appelle soit l'illumination, soit l'éveil, enfin, un autre état de rapport aux phénomènes et aux choses. Le bouddhisme pense que les dieux ne peuvent rien pour nous, vu qu'ils sont dans une autre dimension. Peut-on rapprocher ce fait de l'épicurisme? Oui, parce que c'est la question du providentialisme qui est évidemment sous-jacente ici. Alors, dans la pensée d'Épicure, les dieux ne se préoccupent pas des hommes, mais l'homme peut mener une existence, d'un certain point de vue, semblable aux dieux. Dans le bouddhisme, je serais plus nuancé parce que le bouddhisme a une telle diversité qu'on observe quand même qu'il y a une attente par rapport au principe supérieur dans le chef de beaucoup de croyants. Maintenant, le bouddhisme philosophique peut être ramené à cette approche, et on peut considérer que c'est un déploiement philosophique quand il est perçu au niveau de ses idées maîtresses par rapport à une multiplicité de croyances locales. Donc, je pense que le rapprochement est intéressant. Alors, l'approche maçonnique n'est-elle pas semblable au bouddhisme en ce qui concerne le travail sur soi? Pour moi, je me tiendrai à l'idée que les maçons, ce sont des constructeurs dans un temple, mais ce ne sont pas les gens qui animent la vie du temple. Donc, ils peuvent observer avec intérêt ce que par après des prêtres, des pontifes ou
des scribes y feront. Mais leur travail n'est pas là. Leur travail est de créer où ceci est possible, est un des possibles. Donc je n'aurais pas tendance à ramener la maçonnerie vers le bouddhisme de façon autre que cette boucle que j'ai montrée au travers de l'œuvre de Goblet. La maçonnerie peut favoriser une réflexion sûre. Elle est une des rares sociétés, à mon avis, philosophiques occidentales qui insiste encore sur la méditation, même si la méditation y est assez peu pratiquée. Donc, il y a évidemment des analogies, mais il me semble que la maçonnerie relève du champ de l'heuristique, du questionnement. Le bouddhisme amène des réponses. Donc, il y a un endroit où ce sont des systèmes de pensée qui ne sont pas assimilables l'un à l'autre. Maintenant, il est bien qu'un bouddhiste se sente à l'aise en maçonnerie, comme quelqu'un d'une autre tradition, et il est bien qu'un maçon s'intéresse au bouddhisme, bien sûr. Plus on ouvre l'esprit, mieux c'est. Donc j'aurais cette approche-là, et je n'assimilerai pas les deux voies. Mais enfin, il y a aujourd'hui des groupes de réflexion qui, de part et d'autre, travaillent ensemble. Et ça, c'est assez stimulant de l'entendre. Mon expérience, c'est que souvent, du côté des personnes de croyance, il y a une volonté de convertir les autres. Ça reste quand même une forme de religiosité pour moi. Goblet estime-t-il qu'il existait une tradition primordiale à l'origine de toute religion? Alors Goblet est assez clair. Il dit, si ma mémoire est bonne, à 2 reprises, que donc il y a eu une influence, c'est ça sa thèse, hein, c'est cette migration des symboles, au-delà des symboles, peut-être même dans certains cas des motifs religieux. Donc il a toute une thèse sur les influences entre les religions. C'est cette thèse-là qui précisément va être combattue notamment par les structuralistes par la suite. Mais il dit à plusieurs reprises que l'Égypte ne s'est mise à l'école de personne. Et donc je pense que pour Goblet, c'est véritablement en Égypte ancienne que tout a commencé. Alors, bon, il faut y voir sans doute la marque aussi de sa profonde connaissance du monde biblique, une certaine fascination pour l'égyptologie qui était quand même une discipline assez nouvelle et qui permettait d'ouvrir notamment par le fait qu'on avait déchiffré les hiéroglyphes à un monde inconnu, une connaissance en profondeur des polythéismes antiques, bientôt suivi par une connaissance en profondeur des polythéismes mésopotamiens. Donc il y a là quelque chose qui est très important pour le centre, le début, le commencement, c'était l'Égypte ancienne. Alors une question sur Confucius, redécouvert par les jésuites européens. Confucius, c'est essentiellement une voie morale. Donc il est assez normal qu'il y ait eu un intérêt des chrétiens par rapport à ça. Un certain nombre de maximes dans les entretiens peuvent être rapprochées assez utilement du christianisme. Donc, en plus, le confucianisme a été longtemps l'armature, à certaines époques, en tout cas de l'Empire chinois. Il apparaît donc que la pensée de Confucius était très importante dans les imaginaires asiatiques. On a, même époque, la tradition dit un peu plus âgé que lui, Lao Tzu, mais Lao Tzu, ça veut dire vieux sage, c'est un anonyme en fait.
Il y a toute une légende de la rencontre entre Lao Tzu et Confucius, mais ça reste certainement un mythe. Et à la même époque aussi, à peu de choses près, la pensée de Bouddha. Donc, alors, les trois pensées sont très sensiblement différentes. Le taoïsme est une pensée plutôt cosmologique, plutôt centrée sur une tentative de connaissance de la nature, en ce compris la dimension alchimique, en ce compris des éléments liés à l'ésotérisme, ce qui débouchera à la fois sur un taoïsme savant et un taoïsme populaire, avec une recherche d'une voie d'immortalisation en ce compris une multitude de comportements qu'on pourrait qualifier de superstitieux. Le confucéanisme est resté une pensée des élites, une pensée morale, mais aussi une pensée politique, dont l'objet était d'être l'armature d'un gigantesque empire au travers de l'écriture, notamment. Puis il y a tout le système des examens, etc. La bureaucratie céleste, pour reprendre l'expression de Balach. Donc c'est un autre monde, c'est un monde nettement plus pragmatique également. Et alors le bouddhisme, ben, on l'a déjà abordé, c'est davantage la recherche de l'intériorité. Donc ce sont trois voies qui vont s'interpénétrer et qui sont toujours là aujourd'hui dans le monde asiatique et qui sont connues par le biais notamment de la mondialisation, un regain de vitalité. Peut-on considérer Gobelet d'Alviela, à part sa posture académique, comme le guide charismatique qui a légitimé la validation du bouddhisme au sein de l'univers du symbolique maçonnique? Non, je ne pense pas. C'est un savant qui a voulu faire partager à ses frères, au fond, ses réflexions sur un univers du monde des religions qui était en pleine mutation sur le plan de la tentative de compréhension scientifique. Alors, bon, ben, un petit peu comme tous les académiques, il avait peut-être un peu la manie d'enseigner. Hein, bon. Oui, je lui reprochais. Je ne pense pas que la maçonnerie s'accommode volontiers du guide charismatique. Il y a évidemment des personnalités plus marquantes que d'autres, mais je ne pense pas que c'est la fonction que Gobelet a voulu assumer à son époque. Il avait d'ailleurs davantage le comportement de quelqu'un qui aime se mettre au centre que quelqu'un qui aime se mettre au-dessus. Je pense que ça la caractérise assez bien au niveau de son travail au sein de la franc-maçonnerie. Je pense qu'il était très attentif à une forme d'essentialisation des idées philosophiques, voire même religieuses, ce que d'autres ont pu trouver par après assez déplaisant, parce qu'évidemment, il y a un engagement là, de la personne et sa lecture propre de ce qu'il étudie. Mais il me semble qu'il faisait relativement bien la part des choses, et donc c'est un personnage qui demeure important. Mais je n'en ferai pas un leader charismatique, non, je ne pense pas. La franc-maçonnerie serait-elle un bouddhisme chrétien sans la nécessité de croire en Dieu? Ah, il est certain qu'il y a pas mal de gens qui rêvent de cela. Je ne pense pas que ce soit l'objet de la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie n'est pas une religion, la franc-maçonnerie, comme je l'ai dit, est une voie philosophique que d'aucuns considèrent comme spirituelle, d'autres n'aiment pas ce mot. C'est un effort pour davantage de lucidité. Il est probable que dans le chef de certains maçons, surtout au XIXe siècle, l'idée de concurrencer le christianisme par des systèmes religieux différents est importante, parce que
Il s'agissait de montrer que le christianisme était une religion parmi d'autres. Donc, ça fait peut-être partie d'une certaine stratégie idéologique. Mais je ne pense pas qu'elle soit un bouddhisme chrétien. Par contre, qu'elle soit d'inspiration juive et chrétienne, ça oui, certainement. Et encore, un judaïsme revu et corrigé à l'aune des chrétiens la plupart du temps. Le christianisme reste dans les idées très dominant, dans les dispositifs de rite. Mais le bouddhisme est une pièce annexe. Un franc-maçon est appelé à travailler sur sa pierre. Le bouddhisme n'apporte-t-il pas des éléments concrets à appliquer dans sa vie quotidienne? Lâcher prise, l'impermanence des choses, l'importance du moment présent. Oui, bien sûr, le bouddhisme peut donner à penser. Certaines idées qu'il défend, pour peu qu'on ne déforme pas trop, sont des idées qui ont aussi une portée universelle. Un humain est un humain, et ce à quoi il est confronté, c'est généralement les mêmes difficultés dans sa vie. Donc évidemment, le bouddhisme peut donner à penser à un maçon dans la symbolique du travail de la pierre. Sans doute, oui. Donc quelqu'un témoigne en disant « j'ai beaucoup aimé le 26e degré », donc ce degré bouddhiste, mais ce qui me trouble plus, c'est l'éternel raccrochage sous-jacent au christianisme. C'est exact. Les autres traditions étaient facilement relues, revues et intégrées en rapport au christianisme. Donc le fil rouge reste au fond un certain questionnement autour du christianisme. Ça, je le pense fondamentalement, même si les rites ont quand même beaucoup évolué et que la maçonnerie, comme la société d'ailleurs, la maçonnerie n'en est jamais que le reflet, bon, c'est très largement sécularisé et le christianisme n'y occupe plus idéologiquement la place qui était la sienne. Donc j'ai suivi ce cycle de conférences avec un intérêt et un plaisir croissant. Merci beaucoup. Je me réjouis de vous revoir bientôt. Bon, ça, c'est un remerciement. Il y en a eu beaucoup, donc je tiens vraiment à remercier sincèrement tous ceux qui m'ont envoyé ces petits messages. C'est encourageant hein, quand on est devant un écran toute la journée d'entendre cela. N'y a-t-il pas un risque pour beaucoup de maçons de confondre la carte et le territoire et de s'égarer dans les réflexions philosophiques? Mais pour moi, personnellement, je suis philosophe de formation, la philosophie elle est concomitante à l'humain. C'est la seule activité de l'humain qui n'a pas d'utilité parce qu'elle est l'humain. Donc en ce, je ne pense pas qu'on s'égare en philosophie, on se découvre soi-même, on s'accomplit. Maintenant, il peut aussi y avoir la philosophie en son acception technique. Et il est vrai que beaucoup de personnes, les mauvais philosophes notamment, s'y complaisent volontiers, ce qui donne alors un charabia inaudible. Or, comme la philosophie est productrice de modèles et de questionnements qui visent à mieux comprendre ce qui nous entoure, ce qui est en nous, quand le modèle devient plus compliqué que le réel lui-même, on ferait bien l'économie du modèle. Et donc, c'est la raison pour laquelle la philosophie a souvent une assez mauvaise presse. Il faut dire aussi que l'homme se sent naturellement philosophe, mais il ne se sent pas naturellement la vocation d'étudier, de travailler, et que beaucoup de paresseux aimeraient bien comprendre tout de suite, sans effort, bien sûr. Et là, malheureusement, en philosophie, pour reprendre une phrase de l'Antiquité, il n'y a pas de voie royale. Il faut lire et il faut travailler. Et ça, beaucoup de gens ne veulent pas l'entendre non plus. Donc, il y a une balance entre les deux. Alors, les maçons sont sans doute sensibilisés, quand je dis les maçons, c'est au féminin aussi, hein, sont bien sûr sensibilisés à la philosophie. Il y en a qui s'y intéressent, il y en a qui ne s'y intéressent pas du tout, et c'est bien comme ça.
la philosophie devient exécrable à partir du moment où elle apparaît comme une sorte de pelure qui dédouane de toute forme d'ancrage dans le monde et toute forme de responsabilité par rapport au monde. C'est pour ça que je n'aime pas trop cette idée, la maçonnerie, c'est mon jardin secret. Hein, la maçonnerie, c'est mon lieu clos à moi, c'est mon utopie, enfin, etc. Donc, tous des lieux où on est renfermé et qui nous évitent, bien sûr, d'être confrontés à ce qui se passe en dehors. Je crois que c'est, pour moi en tout cas, le cheminement, c'est juste opposé. Bon. Donc, à ce moment-là, si la réflexion philosophique nous amène à cela, je la vois comme positive. Si son objet est par une sorte de jargon pseudo-universitaire, de se priver des autres, de se gargariser de mots qu'on estime plus beaux que d'autres ou qui nous donnent une suffisance plus grande, ben on en ferait bien l'économie. Donc voilà, tout dépend de la définition qu'on donne au mot philosophie. Des femmes peuvent-elles frapper à la porte des hauts grades maçonniques? Ben, certains, oui, bien sûr. D'autres sont réservés aux hommes. D'autres sont réservés aux femmes. Donc il y a les trois possibilités. Alors, il y a des obédiences belges de haut grade. Donc, je pense au Suprême Conseil qui ouvre certains de leurs travaux aux femmes, bien sûr, maçonnes, s'entend. Ce n'est pas un grand enjeu, à mon avis, dans les hauts grades. Mais bon, chacun a son regard aussi sur la question. Là aussi, il y a une certaine liberté donc, de ce qu'on appelle les chapitres et aréopages, donc qui sont l'équivalent des loges pour les obédiences maçonniques des premier, deuxième, troisième degré. Ça dit un peu, ce n'est pas le plus intéressant, mais je pense qu'à terme, il est inévitable que l'on ira vers des réflexions de plus en plus communes dans un monde où ces critères de séparation ont de moins en moins d'importance. Le rituel de gobelet d'Alviela est-il encore pratiqué? Oui, bien sûr. Alors, on me cite d'autres rites en me demandant quand sont-ils pratiqués au sein du Grand Orient de Belgique. Le Grand Orient de Belgique est très ouvert au niveau des rites. Donc, il ne s'estime pas nécessairement gardien du rite. Donc, s'il y a des personnes qui veulent travailler avec des rites spécifiques, il est très ouvert et très fédérateur. Maintenant, il y a un minimum et il y a aussi les valeurs qui sont prônées dans les rites. Et là, tout de même, il y a une certaine unité au niveau des grands principes de base de la maçonnerie, liberté, égalité, fraternité, un maçon libre dans une loge libre, etc. Donc là-dessus, il y a quand même quelques valeurs qui sont essentielles. Mais à ma connaissance, il n'y a pas d'exclusif du point de vue du rite. Voilà donc pour la réponse à l'ensemble des questions qui ont été posées hier. Ça ne remplace pas le fait d'être ensemble et de réfléchir ensemble sur ces matières. J'espère d'ailleurs, dans les années qui viennent, organiser encore un colloque sur ces thématiques. Et je vous remercie tous pour l'attention que vous avez portée à la chaire Verhagen, qui cette année encore a été un petit peu un trait d'union, un lien entre nous, dans ces circonstances où les choses sont quand même assez difficiles. Depuis hier soir, pour quelques semaines encore, nous rentrons dans une période où malheureusement, on ne se reverra pas. Certains d'ailleurs dans des questions en me disant ben, comment est-il possible aujourd'hui de faire une démarche dans la maçonnerie? Est-ce que les loges sont fermées? Bien sûr, elles sont fermées. Donc, il n'y a pas de réunion maçonnique actuellement. Mais ça n'empêche pas celui qui s'intéresse à la maçonnerie de déjà réfléchir
déjà aller de l'avant dans son cheminement. Ce n'est pas l'objet de la Chèvre-Hagen que de vous conseiller à cet endroit, mais pour le moment, en tout cas, les activités maçonniques sont toutes à l'arrêt. Voilà. Merci de l'attention que vous avez portée à la Chèvre-Hagen et je réitère mes remerciements aux organisateurs. À bientôt.